La tournée des franchises, pourquoi? C'est pour vous faire connaître ce qui se passe dans les franchises à LHEQ, les services, l'encadrement, les gens qui s'y retrouvent, les spécialités, les spécialistes et bien plus encore pour vous faire comprendre pourquoi ce sont les joueurs élites qui rejoignent la Ligue de hockey d'excellence du Québec. J'ai l'opportunité de vous faire découvrir l'organisation de l'Intrépide de l'Outaouais et pour ce faire, je suis en compagnie du conseiller technique des joueurs et entraîneurs, M. Glenn Durand, ainsi que le conseiller technique des gardiens de but, M. Marc Legault. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonjour, Diane. Monsieur Durand, on le sait que le territoire de l'Outaouais, de l'Intrépide de l'Outaouais, c'est un grand territoire. Donc, à une personne seule, tu ne peux pas faire ça. Est-ce que tu peux nous présenter les gens avec qui tu travailles? Oui, je fais partie du comité technique dirigé par Martin Lafleur. Nos principaux rôles et responsabilités sont d'encadrer les équipes de la structure intégrée au niveau hockey, telles que l'organisation et supervision des camps, évaluation des pratiques des parties durant la saison, les discussions hockey, apporter des pistes de réflexion et maximiser le développement des joueurs. Également au niveau administratif qui inclut l'utilisation des outils comme assistant-entraîneur, TPE, les développements de plans de saison, les discussions de tâches et des tâches exigées par Hockey Québec. Fait que notre comité consiste de Martin Lafleur, directeur de comité technique, moi, conseiller Glenn Durand, Sébastien Piché. Il y a Claude Dubuc aussi, qui est notre rôle d'entraîneur-chef de la région, qui supporte nous comme comité technique aussi. Il y a Pierre Desjardins, directeur technique de sport-études et parents, et aussi Marc Legault qui est avec nous, conseiller technique des gardiens de but. Et quand tu dis que tu encadres des entraîneurs, est-ce que tu embarques sur la patinoire avec eux? Quelle est ta tâche au juste quotidiennement? Au niveau de présence, il y a une présence physique. On est 4 pratiques et un match local par équipe par mois. On n'embarque pas sur la glace. Si l'entraîneur nous demande d'être sur la glace, il n'y a pas de quoi, parce qu'il y a des fois qu'il y a des entraîneurs qui manquent ou quoi que ce soit. Fait qu'ils nous utilisent dans ce contexte-là pour les aider sur la glace, pour qu'eux autres peuvent concentrer sur le développement des joueurs et nous, on peut être là pour placer des rondelles et tout. Puis après la pratique, on peut toujours en discuter de ce côté-là. Mais on est vraiment là pour évaluer, pour fournir nos observations, des conseils et être à l'écoute aussi. Parce que, on a besoin d'eux pour nous donner des pistes au niveau de qu'est-ce qu'ils ont besoin de nous, ce côté-là. Mais c'est vraiment une forte présence physique, ce côté-là. Comme j'ai dit, 5 sessions par mois, par équipe. Puis on offre des observations, mais c'est pas juste verbal, c'est aussi en écrit. Fait que tout, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des rapports qu'on fournit aux entraîneurs avec les observations. Je peux démontrer des exemplaires de nos courriels avec des points pointillés au niveau de toutes nos observations pendant la pratique ou la game, ce côté-là. Et toi, Marc, de ton côté, est-ce que c'est une présence qui est aussi assidue? Bien, c'est une présence, ça se compare un peu dans le sens que j'ai un peu moins de travail parce qu'évidemment, je n'ai que 5 entraîneurs de gardiens de but, mais mon rôle, c'est surtout d'encadrer les entraîneurs de gardiens de but et non pas faire de l'évaluation comme telle des gardiens parce que, évidemment, ils ont déjà leur entraîneur. La majorité de nos gardiens de but sont au sport-études également. Donc, à un moment donné, une troisième voie pourrait faire en sorte que ces gardiens-là seraient plus mêlés que d'autres choses. Donc, c'est plutôt le contraire. Mais c'est vraiment de l'encadrement au niveau des coachs de gardiens de but. Si jamais ils ont besoin de conseils, si jamais ils ont besoin d'éléments techniques et tout ça. Moi, je suis présent, j'assiste également au match, j'assiste également à certains entraînements pour voir la façon de fonctionner. S'ils ont besoin d'un autre paire de yeux également, avec des tendances chez le gardien de but, c'est là que j'entre en ligne de compte. Mais également, une fois par mois minimum, il y a toujours une séance sur la glace où est-ce que moi j'embarque avec tous les entraîneurs de gardiens de but et certains entraîneurs invités avec tous nos gardiens de la structure. Et on fait 1 heure et demie de technique et tout ça. Mais on jumelle souvent nos gardiens de but, par exemple, un midget avec un pee-wee et tout ça, donc dans chacun des filets, ce qui fait que autant pour les jeunes que pour les plus vieux qui jouent un rôle de modèle et les plus jeunes qui peuvent voir des modèles devant eux, s'inspirer de tout ça. Donc, on amène certains éléments. Je vois comment les coachs fonctionnent, mais je connais aussi la façon de travailler des gardiens de but au niveau mental, au niveau athlétique et tout ça. Donc,
Une fois par mois, on a une séance comme ça où est-ce que tous les entraîneurs sont regroupés. Mais moi, je suis toujours disponible aux besoins. Donc, un entraîneur de gardien de but qui a besoin de conseils, qui a besoin d'éléments techniques, peu importe, qui a besoin de conseils pour une discussion avec ses gardiens ou avec son entraîneur, ben c'est là que j'entends en ligne de compte. Donc, c'est un peu de chapeauter tout ça là, au niveau des gardiens. Vous pouvez aussi proposer des conférences. Vous pouvez proposer aussi certaines activités qui peuvent venir s'ajouter, bonifier le travail que vous faites. En effet, Diane. Fait que nos outils, pas juste les rapports, mais des outils qu'on utilise, on a des cliniques spécialisées, des skills, surtout avec le M13 puis le M15. Au niveau des skills, on a engagé une spécialiste créditée par Hockey Canada, Alex Ferraton, qui fait des cliniques spécialisées avec les équipes, des skills, seulement des skills, puis le focus là-dessus. Fait que ça, c'est 1 ou 2 fois par mois, par équipe, ce côté-là. On a aussi le Gold Medal Pathway. Comme tu sais, Hockey Canada nous offre la formation, ce côté-là. C'est mandatoire pour les entraîneurs et le comité technique. Fait que tout le monde a la même histoire, la même formation. On rencontre 1 fois par mois à peu près là, au niveau du Hockey Canada, puis par Zoom, puis tout le monde participe pour assurer de supporter encore le développement des joueurs. Je t'ai aussi dit qu'on a des rapports, mais là, on utilise Assistant Coach, comme tu sais, et on utilise TPE comme système de décortication de tous les matchs. Puis qu'est-ce qu'on fait? On offre, moi, comme programmeur, j'ai des outils d'aller chercher tous les données dans le TPE et offrir un sommaire de statistiques, informations au niveau de temps de glace, au niveau de toutes sortes de différents indicateurs qui peut aider l'entraîneur dans son poursuite de développement de ce côté-là. Et nous, on passe au travail de ces rapports-là avec les entraîneurs pour assurer que tout le monde joue dans les situations spécialisées, que ce soit avantages, désavantages, etc., pour encadrer encore les entraîneurs et les joueurs d'être à leur optimum au niveau de le développement de tout ça. On offre aussi dans l'assistant coach, il y a tous des plans de pratique. C'est mandatoire pour tous les joueurs, tous les coachs et la visibilité où ce que les joueurs pourraient aller voir. Parce qu'il y a des vidéos là, à ce moment-là là, qui sont aussi disponibles. Exactement. On assure que tous les entraîneurs postent leur plan de pratique dans Assistant Coach. Puis moi, j'ai un autre rapport de validation. Fait qu'il y a des points de contrôle pour toutes les équipes. Est-ce que tu as manqué des pratiques pour le téléchargement de la pratique sur Assistant Coach, right? Est-ce que ton temps de glace est équilibre au niveau de tous les joueurs? Fait qu'on a des points critiques que nous autres, on passe au travail avec les entraîneurs. C'est tous des rapports disponibles pour tous les entraîneurs, pour toutes les équipes, et ça nous aide à conformer à notre structure d'encadrement. Puis oui, on a une grosse région. Mais nous autres, on est 6 individus qui font l'analyse de toutes les équipes. Donc, on a un calendrier, puis c'est tout automatisé. Le conseiller va rentrer dans le calendrier pour déterminer quelles pratiques et quels matchs qui vont évaluer. Puis aussi, il y a des logs. Fait que nous, on met nos notes, nos observations dans ça. Fait que moi, si Martin fait le M17 hier, puis moi, j'ai cédulé pour lundi prochain, je peux aller voir le log pour exactement c'est quoi les points que Martin avait discuté avec l'entraîneur, right? Fait qu'on est toujours en suivi parce qu'on avait une option au début de l'année de dédier un conseiller avec une équipe, mais pour nous, je pense que c'est plus avantage de prendre tout le monde pour voir les différents aspects de chacun des équipes, puis ça offre aussi une opinion différente ou un autre aspect de nos expériences. À l'intérieur de vos activités, vous allez voir aussi les équipes qui sont en dessous des équipes de la LHEQ, votre clientèle, votre future clientèle. Dans la validation, on a aussi une section de joueurs affiliés pour assurer que nos entraîneurs sont bien encadrés avec le nombre de matchs qu'ils vont jouer, etc. Est-ce qu'ils partagent l'affiliation, les joueurs affiliés ou l'opportunité à plusieurs joueurs
de jouer, c'est pas toujours la même, etc., etc. Fait que tous ces rapports-là nous permettent de voir, visionner cet aspect-là. Fait qu'on on regarde les joueurs affiliés et oui, pas aujourd'hui parce qu'on commence, mais dans le futur, on va certainement mettre le parapluie sur le 2B, sur les 2A, sur les autres équipes qui fournissent notre clientèle, genre. Et de ton côté, Marc, est-ce que c'est aussi élaboré que ça au niveau de tes remises d'observation? Plus informel un peu, mais c'est vraiment de la discussion. Comme c'est plus simple, il y a beaucoup moins de gardiens de but, c'est beaucoup plus simple d'avoir du 1 à 1 et de parler à l'entraîneur des gardiens ou au gardien de but comme tel. Mais peut-être pour poursuivre un petit peu dans la même lignée que Glenn, quand on parlait d'initiative et tout ça, lors de nos cliniques spécialisées, moi, je tente toujours d'amener d'anciens gardiens de but qui ont passé par la structure et qui ont atteint les rangs juniors majeurs pour que les jeunes puissent les questionner, voir des modèles qui ont fait exactement le même chemin qu'ils sont en train de faire et de voir que c'est fort possible. Donc, ça, on tente de faire ça. Il y aura des conférences aussi, évidemment, pour parler de certains parcours de nos athlètes de l'Outaouais. Et quand on parlait du parapluie au complet, c'est clair que nos yeux sont plus sur la structure, mais dans les cliniques de gardiens de but, il y a toujours des gardiens de but réservistes qui sont invités pour justement qu'ils puissent voir c'est quoi, qu'ils puissent toucher à ça, qu'ils puissent connaître l'environnement pour que dans les années futures, lorsqu'ils vont se présenter au camp d'entraînement, ça ne sera pas nouveau, ça ne sera pas de l'inconnu. Ils vont connaître un peu le fonctionnement parce que c'est le but un petit peu de chapeauter les entraîneurs de gardiens de but, c'est de développer une attitude, une culture de gardien à l'intérieur de l'Outaouais, mais c'est clair qu'on ne peut pas limiter ça seulement aux jeunes privilégiés qui ont fait la structure. Il faut que ça soit l'Outaouais complet qu'on tente déjà d'inclure avec différentes tentacules le reste de la population. Ce que je comprends, messieurs, c'est que c'est une nouvelle structure qui prend place chez l'Intrépide de l'Outaouais. Dirigé par Martin Lafleur cette année avec Martin. Martin, j'ai travaillé beaucoup d'années avec Martin. J'ai pris ma retraite juste avant COVID, mais Martin m'a appelé cette année pour l'aider de ce côté-là. Mais définitivement, nouvelle structure, nouveaux gens impliqués et on a beaucoup d'idées. Nos entraîneurs sont très jeunes. J'ai 37 ans d'expérience, puis quand je vois les entraîneurs qui ont 1 ou 2 ans d'expérience, après 37 ans, je pense que j'ai des points à fournir puis des observations clés. Mais définitivement, nouvelle structure, nouvelles idées, puis sur une trajet d'évolution de ce côté-là, puis on va toujours améliorer puis essayer de continuer à améliorer de tout ce qu'on fait en Outaouais. Est-ce que c'est difficile, le recrutement des entraîneurs dans votre territoire? Pas vraiment. Je pense qu'on a une bonne liste de candidatures à chaque année, surtout pour le 3A. Mais malheureusement, je pense que cette année, c'est un petit peu spécial parce qu'on avait des entraîneurs en place, mais ils sont tous quittés pour le midget 3A. Quand il y avait un nouvel entraîneur, il fallait peut-être revenir sur nos pas pour nommer des nouveaux entraîneurs, mais je pense qu'on a une bonne équipe d'entraîneurs. Je pense que la volonté est là, puis d'apprendre, il n'y a pas d'ego. Pour eux autres, ils comprennent qu'on est là pour les aider pour le but de le développement des joueurs du Outaouais en bout de ligne. Fait qu'on est une grande équipe. Oui, ils ont leur propre rôle et responsabilité pour chacun de leurs équipes, mais on est là pour les appuyer puis soutenir là, le développement pour assurer que les joueurs sont bien encadrés. Et ils savent de façon très concrète que c'est possible aussi pour eux de graduer puisque l'équipe M18-3A sont venus chercher vos entraîneurs, effectivement. Et à quoi on peut s'attendre dans les prochaines années concernant votre organisation au niveau hockey, là? La même genre de structure d'apprentissage dans toutes les équipes au niveau technique, les mêmes genre de... Le même langage. Même langage, exactement. Le même langage pour assurer que quand quelqu'un passe de M13 à M15, il y a une bonne suivi de constance de développement et d'apprentissage définitivement. Et d'offrir beaucoup d'outils, les mêmes gabarits pour les plans d'annuels, etc., de tout encadrer ça pour être sûr qu'il n'y a pas de surprise et tous les entraîneurs sont bien à l'aise là, dans le fournissage de tout ce qu'il y a côté administratif. Pour renchérir sur ce que Glenn dit, c'est important ce qu'il est en train de mentionner, puis c'est un peu le futur de notre structure dans le sens que les gens qui sont en place sont très compétents, il y a un bon potentiel, mais tu veux les garder, ces gens-là, puis tu veux
tu veux que d'autres gens soient intéressés à joindre la structure, c'est avec un encadrement comme ça qui fait qu'ils savent qu'ils ne seront pas laissés à eux-mêmes. Parce que c'est complexe, on sait tout ce qui se passe dans le monde du hockey et tout ça. La dernière chose que tu veux faire, c'est de laisser tes entraîneurs à eux-mêmes et se débrouiller avec toutes sortes de choses. Donc, s'il y a un encadrement qui est pointu, qui est structuré, ben, les gens vont vouloir s'impliquer, vont vouloir participer. Et ce qui fait en sorte, c'est que tu développes de meilleurs entraîneurs. Par le fait même, tu développes ton potentiel de joueur également. Et tu as toujours des gens qui sont prêts à venir te joindre à ça, ce qui fait que ça pousse un peu tout le monde à travers la région complète. Donc, c'est un peu la philosophie, je pense, que Martin Lafleur et son groupe le tentent d'instaurer pour les prochaines années. Vraiment une philosophie de région, une philosophie de structure qui fait en sorte que c'est pas de l'inconnu, tout le monde sait qu'il va être encadré. Puis on a du bon feedback, honnêtement, des parents, puis même des entraîneurs. On a des entraîneurs première année cette année. Puis ils sont vraiment ouverts à tout le feedback qu'on les offre. Puis même ceux qui sont un petit peu expérimentés, là, on va dire qu'ils n'ont jamais vu l'encadrement qu'on fait cette année. Là. On va continuer à travailler avec eux autres. Une grande famille. Parce que c'est motivant, comme tu le dis si bien, Marc, autant pour les parents, les joueurs, les entraîneurs, que tout votre monde de hockey, de savoir qu'il y a une structure qui se met en place dans un but commun, qui est celui de développer la clientèle de hockey qui est sur votre territoire, évidemment. Marc, ça fait combien d'années, toi, tu es avec la structure? C'est un retour dans la structure pour moi, mais j'ai été dans la structure, je dirais, une bonne dizaine d'années avant. Mon garçon est encore dans la structure en ce moment, donc je connais un petit peu les étapes de tout ça, ce qui fait que je peux quand même avoir la perception parent également. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que je suis entraîneur, mais j'ai pas très lointain. J'étais parent également. Donc, à quoi je m'attendais comme parent, c'est quand même assez dispendieux, c'est quand même un beau encadrement. Donc, je peux transférer ça de ce côté-là. Donc, ça fait plusieurs années là, que je patauge autour de la structure ou dans la structure comme telle. Donc, plusieurs années d'expérience. Est-ce qu'il y a quand même un encadrement financier que l'Intrépide de l'Outaouais va proposer à ses parents pour faciliter justement l'accessibilité à ce hockey-là? Je pense, Diane, que ça va être un aspect au niveau de le plan d'année et tout l'aspect financier, le plan d'année technique, administrative, etc. Je pense que ça, c'est une autre chose qu'on va apporter parce qu'on a toute l'expérience là-dedans. Les parents, on a tous des enfants qui ont passé par là. Donc, c'est sûr que c'est vraiment critique. Puis c'est quelque chose qu'on devrait revoir dans l'année suivante, là, ce qu'il faut définitivement. Mais on voulait concentrer sur la portion technique, l'encadrement des entraîneurs, assurer que tout le monde soit dans le même bateau, qui rentre dans la même direction. Puis là, après ça, on va voir des petits points là, à amélioration, comme côté financier, les aspects plans annuels, techniques et administratifs, les plans de tournoi, comme exemple, communication, les liens de communication entre parents. Une équipe part en tournoi, est-ce qu'il y a un plan de communication en place? Les fameux itinéraires qu'il faut créer là, pour assurer que tout le monde la communication est ouverte. Donc, il y a certainement des aspects qu'on va poursuivre pour les prochaines années, ça c'est sûr certain. Donc, étant un jeune comité comme ça, vous venez de me le dire, vous allez vous attarder sur le côté financement. Je présume aussi que l'aspect académique sera un sujet sur lequel vous allez vous attarder dans la prochaine année. Définitivement. La réussite école, c'est priorité numéro 1. Oui, on est là pour les habiletés de hockey, etc. Mais l'encadrement d'études, les leçons de vie, dans le fond, c'est vraiment une priorité qu'il faut avoir avec les entraîneurs, avec les joueurs, que ce soit académique ou que ce soit hockey. Définitivement, il faut tout mettre ça ensemble pour assurer qu'il y a un bon encadrement. Mais on va définitivement parler et collaborer avec les gens de sport-études, c'est sûr. Quand on parle des 5 équipes, soit M13-3A, M13-3A Elite, M15-3A, M15-3A Elite et M17-3A, est-ce que ces jeunes-là vont à l'école au même endroit? Est-ce qu'ils s'entraînent au même endroit ou c'est dans des secteurs différents? Non, on a un secteur Gatineau. Les équipes, pour la plupart, vont toutes pratiquer, jouer à Gatineau. On a 2 glaces, Branchot et Slush Puppy, où ce qu'il y a les Olympiques. Donc, ils vont pratiquer et jouer dans ces 2 arénas-là. Pour l'école, la plupart, parce qu'on a un aspect francophone, anglophone, la majorité de l'équipe vont à Nicolas-Gatineau, qui est l'école francophone, où ce que l'aréna Branchot est juste à côté. Il y a une minorité anglophone qui va à
écoles anglophones où il y a le transport qui est arrangé pour eux pour se rendre sur les lieux pour les pratiques. Au niveau de l'oreille, on a un peu de défi avec quelques-uns parce qu'il y a des jeunes qui sont dans le programme régulier versus sport-études. Ça n'arrive pas souvent, mais il y en a un, comme exemple, je le connais, dans M17, qui est dans le programme régulier. Donc, les heures sont un petit peu différentes de ce côté-là. Fait qu'on travaille avec eux pour assurer que le petit qui est dans cette situation-là, il est bien encadré et on fait des arrangements avec l'école pour assurer qu'il peut être à la plupart des activités d'équipe. 90% de nos joueurs vont à l'école secondaire Nicolas-Gatineau. Ils sont dans un programme sport-études, sauf que c'est pas une condition dans le sens que c'est encore des sous pour le parent d'inscrire son enfant au sport-études. Puis on ne veut pas brimer personne. Puis Glenn l'a mentionné, il y a le côté anglophone également. C'est une particularité de notre région qui est peut-être un peu plus prononcée par rapport à d'autres régions. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont similaires à la nôtre. Donc, il y a quelques exceptions, mais il y a toujours moyen de s'arranger. Il y a même des jeunes qui vont dans des collèges privés, mais s'il y a une entente avec l'école, les jeunes sont présents. Puis je pense que les entraîneurs, il y a une certaine flexibilité également. Est-ce qu'éventuellement, ça pourrait être une opportunité pour l'Intrépide de l'Outaouais de présenter un challenge de la LHEQ? Connaissant les gens de l'organisation, je suis convaincu que certains qui travaillent déjà là-dessus. Pour le futur, je ne serais pas surpris que ça arrive parce qu'on sait que le challenge CCM Midget 3 a eu lieu, je pense, 4 années de suite à l'Arena Branchot-Brière. Donc, au niveau de l'organisation, ça ne serait pas un complexe. Il y a un gros tournoi à RSEQ qui se déroule également au mois de novembre. Donc, l'organisation est déjà en place. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui travaillent en arrière-plan pour amener des challenges de cette sorte-là en Outaouais. Et surtout avec l'infrastructure, la nouvelle Arena Slush Puppy, les glaces ajoutant les 3 glaces ou 4 glaces qu'on a là, c'est sûr qu'on aura l'opportunité de le faire, ça, c'est sûr, certain. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos gens qui vont écouter cette entrevue? Les membres chez vous, ou que ce soit de d'autres organisations? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a des nouvelles personnes, mais c'est tous des gens qui ont touché à la structure quasiment à un moment donné dans les dernières années. Mais c'est comme un retour, sauf que la façon de l'encadrement, c'est ça qui a changé totalement. Glenn l'a bien expliqué, là, avant, c'était un coach qui était attitré à une équipe pour superviser. Et tout ça, là, maintenant, c'est vraiment un comité, comme l'encadrement est plus spécifique. C'est une équipe de travail, c'est ça. Exactement. Puis tout le monde va bénéficier des mêmes conseils, des mêmes choses. C'est là l'importance. On est demandant envers ces jeunes-là. C'est quand même un rythme de vie qui est effréné. Ces jeunes-là ont tout mon respect parce que c'est l'école, c'est du hockey compétitif, c'est énormément de temps, c'est un investissement qu'on débute très, très jeune. Mais tout ce que Glenn a dit aujourd'hui et ce que j'ai dit, c'est qu'on va fournir le même effort que ces jeunes-là pour justement ne pas les laisser tomber. C'est ça qu'on veut dans le futur de la structure de l'Intrépide, c'est d'avoir une culture, d'avoir une identité d'organisation qui fait que autant les jeunes sur la patinoire que le personnel qui les encadre, on est dans le même bateau, on va pousser dans la même direction. Puis tout le monde va être satisfait dans ce contexte-là. Donc, c'est un peu dans cette direction-là qu'on va aller dans les prochaines années. Chapeau, Marc. Bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir accordé ce temps-là et je vous souhaite une excellente saison 2020.